Dans les annales du crime français, peu d'affaires ont laissé une empreinte aussi glaciale et persistante que celle du grêlé. Un fantôme, un prédateur qui a terrorisé la région parisienne pendant des décennies, exploitant habilement les vulnérabilités de ses victimes, qu'elles soient enfants ou jeunes femmes, pour disparaître ensuite sans laisser de traces, défiant la justice et semant la terreur. Son mode opératoire, une cruauté méthodique et une capacité déconcertante à échapper aux mailles du filet, ont fait de lui l'un des criminels les plus insaisissables de l'Hexagone. Pendant plus de 30 ans, son nom est resté un murmure, une ombre planante sur des dizaines de familles dévastées, un mystère qui a obsédé les enquêteurs, brisé des vies et nourri une angoisse collective. Comment un homme a-t-il pu commettre de tels actes dans une impunité quasi totale avant que la vérité ne se révèle, non pas par une arrestation spectaculaire, mais par un aveu posthume, un suicide, qui a mis fin à une quête interminable? L'histoire que nous allons explorer est celle de cette traque implacable, des vies fauchées, des espoirs brisés et de la persévérance d'une justice qui, même tardivement, a réussi à percer le voile. C'est l'histoire de Cécile, de Sarah, de Marie-Thérèse Bonfanti et de tous ceux qui ont croisé la route de cet homme dont le vrai visage est resté caché derrière une cicatrice distinctive et un passé insoupçonné. Le 29 décembre 1986. Paris, 19e arrondissement. Le froid mordant de l'hiver enveloppe la capitale. Cécile Bloch, une fillette de 11 ans, rentre de l'école. Elle est joyeuse, insouciante, le violon qu'elle chérit serré contre elle. Sa vie, comme celle de tant d'enfants de son âge, est faite de jeux, de devoirs et de rêves. Mais ce jour-là, son chemin croise celui d'une monstruosité indicible. Un homme au visage grêlé l'attend dans la cage d'escalier de son immeuble. Il a saboté l'ascenseur, une ruse macabre pour s'assurer une proie facile. Cécile est enlevée, violée, puis assassinée. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard, dissimulé sous une dalle de béton. C'est un choc pour la France entière, le début d'une série d'horreurs qui va marquer toute une génération. Ce n'était que le début. Moins d'un an plus tard, en avril 1987, une autre fillette, Sarah Lejeune, âgée de 10 ans, est enlevée dans des circonstances similaires, dans le même immeuble que Cécile. Miraculeusement, Sarah parvient à s'échapper, laissant derrière elle un témoignage précieux mais traumatisant d'un homme au visage marqué. Le grêlé était à l'œuvre, et son audace ne connaissait aucune limite. Mais l'affaire du grêlé ne se limite pas à ces deux jeunes vies. Elle englobe également l'assassinat de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontcharrat. En 1986, une jeune femme de 25 ans disparut alors qu'elle faisait son jogging. Son corps a été retrouvé des mois plus tard, la laissant pour la première fois avec une confession directe des décennies plus tard. Ces crimes, d'une brutalité inouïe, n'étaient que les points de départ d'une enquête tentaculaire qui allait durer 35 ans. Les victimes, des enfants innocents aux jeunes adultes, se sont retrouvés piégés dans un jeu macabre, orchestré par un individu dont la capacité à se fondre dans la masse était aussi terrifiante que ses crimes. Chaque disparition, chaque meurtre a laissé derrière lui une famille en deuil, des amis sous le choc, et une communauté entière en proie à la peur. Luc, le demi-frère de Cécile, se souvient avec une douleur lancinante de ce violon que sa sœur aimait tant. Il le conserve précieusement, un témoignage silencieux d'une vie fauchée trop tôt. Il se rappellera toujours avoir croisé l'assassin dans l'ascenseur, sans le reconnaître alors, une culpabilité qui le ronge encore aujourd'hui. Et puis il y a Audrey, une survivante, qui à l'âge de 11 ans a fait face au monstre et a réussi à le convaincre de l'épargner, une histoire de courage et de survie qui défie l'entendement. Ces dépositions, retranscrites dans les dossiers d'enquête, décrivent la peur intense, la négociation pour sa vie, un acte de bravoure inoubliable. L'énigme du grêlé a persisté, un cold case qui semblait insoluble. Mais derrière le mystère se cachait un homme insoupçonné, un ancien gendarme, François Vérove, dont la double vie allait choquer la France entière. Un homme qui avait juré de protéger, mais qui s'était transformé en prédateur.
Le dénouement, en 2021, avec la découverte de son identité après son suicide et ses aveux posthumes, a apporté un soulagement mitigé aux familles. Un chapitre douloureux de l'histoire criminelle française se clôturait, mais les questions demeuraient. Comment a-t-il pu agir si longtemps? Quelles failles du système ont permis cette impunité? Et quel est le véritable héritage de cette affaire qui a marqué à jamais le paysage judiciaire français? Les premières heures après la disparition de Cécile Bloch furent un mélange d'incrédulité et d'une angoisse grandissante. Les parents, Luc et les voisins ont alerté la police, décrivant la fillette, son violon et le détail troublant de l'ascenseur bloqué. Rapidement, les enquêteurs ont compris qu'ils faisaient face à un acte prémédité, d'une froideur glaçante. La découverte du corps de Cécile, quelques jours plus tard, caché sous une dalle de béton, a transformé une disparition en une affaire de meurtre, projetant une ombre funeste sur la ville. Le témoignage de Sarah Lejeune, une enfant de 10 ans, qui par une chance inouïe a échappé à son agresseur dans le même immeuble, a offert un premier aperçu du monstre. Elle a décrit un homme au visage marqué, grêlé, d'où le surnom macabre qui allait le poursuivre pendant des décennies, le grêlé. Cette cicatrice distinctive est devenue le seul véritable indice physique, un portrait robot imprécis mais obsédant, qui allait hanter les esprits et les dossiers. Les enquêteurs se sont retrouvés face à un modus operandi déroutant. Le criminel semblait choisir ses victimes avec une précision clinique, ciblant la vulnérabilité des enfants ou la solitude des jeunes femmes. Il agissait dans des lieux anodins, cages d'escalier, rues résidentielles, transformant des espaces quotidiens en théâtre d'horreur. Sa capacité à disparaître, sans laisser de traces tangibles, sans témoin direct ou presque, a rapidement mis en lumière des faillas policiers. Défaillance policière, flagrante. C'était comme s'il s'évaporait, a confié un ancien enquêteur des années plus tard. Chaque fois, nous avions des descriptions, des éléments, mais rien qui ne nous permette de le pincer. C'était frustrant, une vraie torture. L'absence de preuves ADN significatives à l'époque, ou l'incapacité à les exploiter pleinement, a permis au grêlé de continuer sa série d'agressions et de meurtres, semant la panique à travers la région parisienne et au-delà. L'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, survenue également en 1986 à Pontcharra, a ajouté une dimension géographique et temporelle complexe à l'enquête. Une jeune femme de 25 ans, disparue lors de son jogging, son corps retrouvé des mois plus tard. Les similitudes dans la brutalité des actes, l'absence de mobile clair et la capacité du tueur à échapper aux recherches ont rapidement suggéré un lien avec le grêlé, élargissant le spectre de son territoire de chasse. Dès les premiers mois, une intuition persistait parmi certains enquêteurs. Le tueur devait avoir des connexions avec les forces de l'ordre ou le milieu militaire. Sa maîtrise des techniques d'évasion, son sang-froid et sa capacité à se fondre dans la masse, à déjouer les filatures et les interrogatoires étaient hors du commun. Il semblait connaître les rouages de la justice, les faiblesses du système, exploitant chaque brèche-à-faille pour échapper à la capture. Les profileurs criminels de l'époque ont tenté d'esquisser un portrait psychologique. Un individu solitaire, organisé, probablement en apparence respectable, capable de mener une double vie. Un prédateur opportuniste, mais aussi méticuleux, qui tirait une satisfaction perverse de l'isolement et de la terreur de ses victimes. Ces hypothèses, bien que théoriques, ont commencé à orienter les recherches, même si elles n'ont pas mené à une arrestation immédiate. Les années ont passé et le grêlé est devenu une légende urbaine, un spectre. Les dossiers s'empilaient, les témoignages s'estompaient et l'espoir de justice s'amenuisait. Pourtant, la persévérance de quelques-uns, la douleur inaltérable des familles comme celle de Cécile et les souvenirs gravés d'une survivante comme Audrey ont maintenu la flamme de l'enquête allumée. Chaque nouvelle agression, chaque nouveau corps découvert réactivait la traque, rappelant à tous que le monstre était toujours là, tapi dans l'ombre. Face à un tel adversaire, l'enquête s'est heurtée à des murs d'incompréhension et à des lacunes techniques. À la fin des années 80, les outils dont disposaient les forces de l'ordre étaient rudimentaires comparés à ceux d'aujourd'hui.
Les empreintes digitales étaient précieuses, mais rares, et souvent contaminées. L'analyse ADN, si elle existait, était balbutiante, coûteuse, et ne permettait pas les mêmes exploitations massives que des décennies plus tard. Le grêlé le savait, ou du moins, il agissait comme s'il connaissait ses fraquezas do sistema, faiblesse du système, nettoyant méticuleusement ses scènes de crime, ne laissant derrière lui que des miettes d'indices, des bribes de souvenirs traumatisés. Les portraits robots, basés sur les descriptions d'Audrey et de Sarah, ainsi que d'autres victimes et témoins, étaient les seuls visages que la justice pouvait opposer à cette ombre. Un homme au visage marqué par l'acné, un physique imposant, une voix calme et autoritaire, des éléments qui, bien que précis pour les victimes, restaient trop génériques dans la vaste population parisienne pour identifier formellement un suspect. Des milliers de pistes ont été explorées, des centaines d'hommes interrogés, sans succès. La frustration des enquêteurs était palpable. Uma verdadeira agonia, une véritable agonie pour ces hommes et femmes dévoués qui voyaient le temps passer et le criminel s'évanouir dans la nature. Au fil des ans, l'affaire a été transmise de génération en génération d'enquêteurs. Chaque équipe, avec son lot de nouvelles technologies et de nouvelles approches, a tenté de briser le silence qui entourait le grêlé. Les dossiers, jaunis par le temps, étaient régulièrement ressortis, relus, réanalysés. L'espoir reposait sur la science, sur l'évolution de la génétique, qui promettait de révéler des secrets insoupçonnés, même à partir de traces infinitésimales. C'était une course contre la montre, non seulement pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour la science elle-même, qui devait rattraper le retard face à un prédateur si astucieux. L'intuition initiale des enquêteurs concernant un lien avec les forces de l'ordre ou le milieu militaire n'a cessé de se renforcer. Le modus operandi du grêlé révélait une discipline, une organisation et une connaissance des procédures qui dépassaient celle d'un criminel lambda. Sa capacité à contrôler ses victimes, à les manipuler psychologiquement, à échapper au cordon de police, à éviter les pièges, suggérait une formation spécifique. Il ne s'agissait pas seulement d'un prédateur brutal, mais d'un individu intelligent, capable de planifier et d'exécuter ses crimes avec une efficacité terrifiante, puis de réintégrer une vie normale sans éveiller de soupçons. Des psychologues criminels ont été consultés pour dresser un profil plus affiné. Ils ont décrit un individu narcissique avec un besoin de contrôle absolu, probablement à l'aise dans des situations de pouvoir. Un homme qui, en apparence, pouvait être charmant et intégré socialement, dissimulant sous cette façade une face sombre et violente. Ce profil, bien que ne désignant personne spécifiquement, a permis de mieux comprendre la psyché du grêlé et de guider les recherches vers des professions et des milieux où de telles caractéristiques pouvaient s'épanouir. Et un perfil complexo. C'est un profil complexe, une dualité déroutante. L'affaire de Marie-Thérèse Bonfanti, initialement traitée comme un dossier distinct, a fini par être rattachée à l'enquête sur le grêlé grâce à des analyses minutieuses et à une persévérance sans faille des magistrats instructeurs. Les similitudes étaient trop frappantes. La même année, la même brutalité, la même absence de mobile évident, la même capacité de l'agresseur à disparaître. Ce rapprochement a permis d'élargir le champ d'action géographique du tueur, montrant qu'il ne se limitait pas à la région parisienne, mais pouvait opérer sur un territoire plus vaste, ajoutant une couche de complexité à une enquête déjà labyrinthique. C'est dans ce contexte de décadace de incertezza, décennie d'incertitude, que la science a finalement offert une lueur d'espoir. Grâce au progrès fulgurant de l'analyse ADN, les scellés des anciennes affaires ont été rouverts. Des échantillons minuscules, parfois un seul cheveu, une trace de salive, un fragment de peau, ont été soumis à de nouvelles expertises. Chaque fois, c'était un pari, une ultime tentative pour arracher à l'ombre un secret trop longtemps gardé. Les enquêteurs savaient que le grêlé avait laissé des traces, même infimes, sur les lieux de ses crimes. Il fallait juste que la technologie soit enfin à la hauteur pour les révéler. Le fantôme du grêlé a continué de hanter les esprits,
Mais désormais, il laissait une empreinte génétique, un code unique qui attendait d'être décrypté. La création du Fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAG, en France, a marqué un tournant. Désormais, chaque trace ADN retrouvée sur une scène de crime pouvait être comparée à des millions d'autres, offrant une chance, même minime, de faire correspondre un suspect. C'était la dernière carte à jouer, celle qui allait, des années plus tard, bouleverser l'enquête et révéler l'impensable. 1905. Narrateur. Les familles, elles, n'ont jamais abandonné. La douleur de la perte était toujours vive, mais l'espoir de justice, même ténu, les maintenait debout. Luc, le demi-frère de Cécile, portait toujours le poids de sa culpabilité, le souvenir de cette rencontre furtive dans l'ascenseur avec l'homme qui allait briser sa famille. Audrey, la survivante, transformait son traumatisme en force, sa voix devenant un témoignage essentiel pour les enquêteurs, une source d'informations précieuses qui, elle le savait, finirait par payer. Leur résilience était le moteur silencieux de cette traque interminable. Les décennies s'écoulaient, mais la science, elle, ne dormait pas. Au tournant du millénaire, de nouvelles techniques d'analyse ADN ont commencé à transformer le paysage de la criminalistique. Ce qui était autrefois une trace invisible, inexploitable, devenait désormais une signature génétique potentiellement identifiable. Les cold cases, ces affaires classées qui hantent les archives policières, ont été rouverts, non pas avec de nouveaux témoignages, mais avec l'espoir d'une preuve silencieuse, biologique, qui aurait échappé aux outils d'antan. Pour le grêlé, c'était une menace invisible, une épée de Damoclès qui se rapprochait, lentement mais sûrement. Les enquêteurs, toujours à l'affût, ont entrepris un travail colossal de réexamen des scellés. Chaque pièce à conviction, chaque objet prélevé sur les scènes de crimes de Cécile Bloch, de Marie-Thérèse Bonfanti, et même des agressions où les victimes avaient survécu, a été passé au crible. Les microscopes les plus puissants, les réactifs les plus sensibles ont été utilisés pour débusquer la moindre cellule, le plus infime fragment de peau ou de salive. C'était un travail de fourmi, uma patientia de Job, une patience de Job, car après tant d'années, les échantillons étaient souvent dégradés, contaminés ou tout simplement inexistants. C'est ainsi que, sur des prélèvements effectués il y a des décennies, des profils génétiques partiels ont commencé à émerger. Non pas toujours des profils complets, parfaits, mais suffisamment d'informations pour être comparés au fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAG. Ce fichier, alimenté par les données des délinquants et des scènes de crime, est devenu l'outil central de cette traque high-tech. Chaque nouvelle entrée était une chance, chaque non-correspondance une déception, mais la persévérance était le maître mot. L'espoir s'est intensifié lorsque plusieurs de ces profils partiels ont montré des correspondances partielles entre les différentes affaires attribuées au grêlé. Une preuve scientifique irréfutable que derrière les crimes de Cécile, de Marie-Thérèse et d'autres agressions, se cachait bien le même individu. Le fantôme avait enfin une signature, même si le nom qui y était associé restait inconnu. Cette connexion cruciale a galvanisé les équipes, confirmant les intuitions des premiers enquêteurs sur l'unicité de ce prédateur. Mais le FNAG ne contenait pas le profil du grêlé. Il n'avait jamais été arrêté, jamais fiché. La traque a alors pris une nouvelle dimension. Les enquêteurs ont commencé à explorer la voie de la recherche de parentèle, une technique qui consiste à chercher des correspondances partielles dans le fichier, suggérant l'existence d'un membre de la famille du criminel. C'était une méthode controversée, uma linea tenue, une ligne ténue entre éthique et efficacité. Mais face à l'ampleur des crimes, elle est apparue comme une nécessité. Des centaines de familles ont été passées au crible, des arbres généalogiques reconstitués à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Les années 2010 ont été marquées par une intensification de ces efforts. Le pôle Cold Cases du tribunal de Paris a repris le flambeau, avec une détermination nouvelle. Les juges d'instruction, les procureurs et les enquêteurs ont uni leurs forces, armés des dernières avancées technologiques.
Ils ont réinterrogé d'anciens témoins, revu des milliers de documents, mais c'est bien l'ADN qui tenait la clé. Chaque nouvelle trace génétique, même microscopique, était une nouvelle pièce du puzzle, un espoir de faire progresser l'enquête qui semblait figée depuis des lustres. L'obstacle majeur restait l'absence d'une correspondance directe. Le criminel, visiblement, avait toujours réussi à éviter les mailles du filet judiciaire, ne laissant aucune empreinte connue dans les bases de données. C'est là que l'hypothèse d'un lien avec les forces de l'ordre, formulée dès les premières heures, est revenue avec une force accrue. Un homme capable d'échapper à la justice si longtemps, de ne laisser aucune trace, de se fondre dans la masse, devait avoir une connaissance intime du système, une intuition persistante qui guidait les recherches dans une direction particulière. Le travail de reconstitution des profils génétiques s'est affiné. Les scientifiques ont réussi à extraire des informations de plus en plus précises, permettant d'établir non seulement un profil ADN, mais aussi des éléments sur l'ascendance de l'individu. Des recherches généalogiques poussées ont été lancées, croisant les données ADN avec des registres d'état civil, des arbres familiaux, dans l'espoir de remonter le fil du temps et de lier le profil génétique à un nom, à une identité. C'était une course contre la montre, car les protagonistes de l'époque vieillissaient et certains disparaissaient. En 2021, après des années de recherches acharnées, de fausses pistes et de frustration, une avancée majeure a été réalisée. Les enquêteurs, travaillant sur la piste de parentèle, ont identifié un individu dont le profil ADN présentait des correspondances partielles avec celui du grêlé. Cet homme, un ancien gendarme, avait été convoqué pour un prélèvement ADN dans le cadre de l'enquête. Il s'appelait François Vérove. La coïncidence était trop frappante pour être ignorée. Un momento de virada, un moment décisif, une étincelle dans l'obscurité. Vérove était un homme insoupçonné. Ancien gendarme, puis policier à la retraite, il menait une vie apparemment normale, marié, père de famille. Comment un tel homme, dont la profession était de faire respecter la loi, pouvait-il être le monstre tant recherché? Les enquêteurs ont alors lancé une surveillance discrète, collectant des indices, des preuves de son quotidien, tout en préparant la confrontation finale. Le masque allait tomber, révélant une vérité aussi choquante qu'incroyable. La persévérance avait payé, mais le prix à payer pour les familles restait immense. L'identification de François Vérove a non seulement validé les intuitions des premiers enquêteurs sur le profil de l'agresseur, mais elle a aussi mis en lumière l'extraordinaire capacité de dissimulation de cet homme. Il avait su naviguer entre ces deux vies, celle d'un homme respectable et celle d'un prédateur impitoyable, sans jamais éveiller les soupçons de son entourage professionnel ou personnel. Sa connaissance des procédures policières lui avait sans doute permis de déjouer les pièges, de rester un pas en avant, sempre un passo affrante, toujours un pas en avant. L'annonce de cette avancée, après tant de décennies d'incertitude, a secoué la France entière. Les médias se sont emparés de l'affaire, les familles ont repris espoir, mais aussi ressenti une profonde amertume face à l'impunité prolongée. La traque était sur le point de s'achever, mais la vérité promettait d'être plus complexe et douloureuse que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le grêlé avait enfin un visage, un nom, mais son histoire était loin d'être entièrement révélée. La traque du grêlé avait duré des décennies, mais en septembre 2021, l'étau s'est resserré autour de François Vérove. Convoqué pour un prélèvement ADN, il comprit que le jeu était terminé. La pression était devenue insoutenable. Cet homme, qui avait si habilement échappé à la justice pendant si longtemps, se retrouvait face à l'inéluctable. La science, implacable, avait percé son secret le mieux gardé. Il savait que le filet se refermait, que sa double vie allait être exposée au grand jour. Ofim estava proximo. La fin était proche. Avant que les enquêteurs ne puissent l'interpeller, Vérove a disparu. Une fuite désespérée, mais aussi un dernier acte de contrôle. Il a quitté son domicile dans le sud de la France,
laissant derrière lui une épouse et une famille sidérées. Une chasse à l'homme a été lancée, mais elle fut de courte durée. Quelques jours plus tard, le 29 septembre 2021, son corps a été découvert dans un appartement loué à Port-Vendre, près de la frontière espagnole. Il s'était suicidé. Le grêlé, le fantôme, était enfin identifié, mais par un acte ultime qui le mettait hors d'atteinte de la justice des hommes. À côté de son corps, une lettre, un document glaçant, une confession posthume qui allait bouleverser l'affaire. Dans cette missive, François Vérove, l'ancien gendarme, l'ex-policier, avouait être le grêlé. Il y reconnaissait plusieurs de ses crimes, mentionnant explicitement l'enlèvement et le meurtre de Cécile Bloch, l'assassinat de Marie-Thérèse Bonfanti et d'autres agressions sexuelles. Une révélation qui, bien que tardive et incomplète, a apporté une forme de vérité aux familles qui avaient attendu si longtemps. Uma verdade amarga, une vérité amère. La lettre de Vérove était un mélange de justifications confuses et d'aveux partiels. Il y expliquait avoir été un monstre dans le passé, mais affirmait s'être repris en main par la suite. Des mots qui ne pouvaient apaiser la douleur des victimes et de leurs proches, mais qui confirmaient l'horreur de ces actes. Ce document a également permis de comprendre comment cet homme avait pu échapper si longtemps à la justice. Sa connaissance des méthodes d'enquête, son sang-froid et sa capacité à se fondre dans la masse, même au sein des forces de l'ordre, expliquaient cette impunité prolongée. L'intuition des premiers enquêteurs s'est avérée fondée. François Vérove, le gendarme, le policier, était bien le grêlé. Son passé dans les forces de l'ordre lui avait offert une couverture parfaite et une expertise précieuse pour échapper aux mailles du filet. Il savait comment effacer ses traces, comment déjouer les interrogatoires, comment se comporter pour ne pas éveiller les soupçons. Il incarnait cette figure du loup dans la bergerie, un paradoxe terrifiant qui a ébranlé la confiance dans le système. Pour les familles des victimes, ce dénouement a été un choc, un soulagement mitigé, comme l'ont exprimé de nombreux proches. Le nom du monstre était enfin connu, mais l'absence de procès, de confrontation, de réponse exhaustive laissait un goût amer. Luc, le demi-frère de Cécile, a ressenti une libération, mais aussi la frustration de ne jamais pouvoir faire face à l'homme qui avait brisé sa famille. Audrey, la survivante, a vu son témoignage validé, mais le traumatisme, lui, restait indélébile. Un misto de émotions, un mélange d'émotions. Le suicide de Vérove, loin de clore définitivement le dossier, a ouvert de nouvelles questions. Combien de crimes avait-il réellement commis? Y avait-il des complices? Pourquoi n'a-t-il pas été identifié plus tôt? Cette résolution par un aveu posthume a mis en lumière les défaillances policières de l'époque, la difficulté à relier des affaires éparses et l'impact des avancées technologiques, notamment l'ADN, sur la résolution des cold cases. C'était la fin d'une ère d'incertitude, mais le début d'une nouvelle phase de réflexion sur les leçons à tirer de cette affaire. La révélation de l'identité du grêlé a permis de relier des points qui étaient restés isolés pendant des décennies. Les crimes de Cécile Bloch et de Marie-Thérèse Bonfanti, ainsi que d'autres agressions, ont été formellement attribués à Vérove. Les similitudes dans le modus operandi, la brutalité et la capacité à disparaître, qui avaient longtemps intrigué les enquêteurs, ont trouvé leur explication dans le profil et les compétences de l'ancien gendarme. La logique macabre du prédateur était enfin mise à nu. L'affaire a également relancé le débat sur l'utilisation des fichiers ADN et des techniques de recherche de parentèle. Sans ces avancées et la persévérance inébranlable des enquêteurs et des juges d'instruction, François Vérove aurait emporté son secret dans sa tombe. C'est un témoignage puissant de la ténacité de la justice, même face à un adversaire aussi insaisissable. Mais elle a aussi rappelé la fragilité des systèmes et la capacité d'un individu à manipuler les apparences pour commettre l'indicible. Malgré l'identification et les aveux posthumes de François Vérove, de nombreuses questions demeurent, suspendues comme des ombres persistantes. Sa lettre, si elle a apporté une certaine vérité, n'a pas levé le voile sur l'intégralité de ses actes.
Les enquêteurs suspectent fortement qu'il aurait pu être impliqué dans d'autres crimes non élucidés, des agressions sexuelles et des meurtres qui portent sa assinatura macabra, signature macabre, mais pour lesquels aucune confession formelle n'a été faite. La traque est donc loin d'être totalement terminée pour d'autres victimes potentielles, dont les familles attendent toujours des réponses. Le grêlé a emporté avec lui une partie de ses secrets, laissant derrière lui un puzzle incomplet. Combien de vies supplémentaires a-t-il brisé? Combien de dossiers de cold case pourraient encore être liés à son nom? C'est une hypothèse glaçante qui maintient les équipes d'enquête en alerte, scrutant les archives, comparant les modus operandi, à la recherche de la moindre connexion, de la moindre trace qui pourrait enfin donner un nom et une explication à d'autres mystères restés impunis. Akassa continua, même après sa mort. Le profil de François Vérove, ancien gendarme et policier, reste une énigme psychologique profonde. Comment un homme ayant juré de protéger et de servir a-t-il pu basculer dans une telle monstruosité? Les spécialistes tentent d'analyser cette dualité, cette capacité à vivre une double vie, celle d'un citoyen respectable d'un côté et celle d'un prédateur sanguinaire de l'autre. Était-ce une pathologie enfouie, un besoin de contrôle absolu ou une perversion qui s'est développée au fil du temps? La lettre de suicide n'offre que des bribes de réponse, des justifications évasives qui ne satisfont ni la justice ni les familles. Cette affaire a ébranlé la confiance du public, révélant la vulnérabilité même du système qui est censé protéger. L'idée qu'un membre des forces de l'ordre puisse être un tueur en série en liberté pendant des décennies a provoqué un choc profond. Elle a forcé une introspection sur les mécanismes de contrôle, les processus de recrutement et la capacité à détecter des signes avant-coureurs chez des individus insoupçonnables. Les fallas systemica, défaillances systémiques, sont devenues un point central de discussion, notamment dans les documentaires et les interviews qui ont suivi la résolution de 2021. Pour les familles des victimes, le soulagement d'avoir enfin un nom est indéniable, mais il est teinté d'une profonde amertume. Luc, le demi-frère de Cécile, a exprimé ce sentiment complexe, une libération partielle, mais aussi la frustration de ne jamais pouvoir confronter Vérove, de ne pas obtenir toutes les réponses sur le pourquoi de ses actes. C'est une page qui se tourne, mais le livre n'est pas refermé, a-t-il déclaré lors d'une interview en 2024, soulignant l'impact psychologique durable et la quête inlassable de justice qui continue pour d'autres cas. La survivante, dont le témoignage a été crucial, a dû revivre son traumatisme avec l'identification de Vérove. Son courage, sa capacité à négocier pour sa vie à l'âge de 11 ans, sont devenus un symbole de résilience. Mais le visage du grêlé, désormais associé à un nom, a ravivé des blessures profondes. Ces dépositions, retranscrites dans les dossiers, sont des récits vifs de peur et de survie, des documents poignants qui rappellent la cruauté de l'homme et la force de l'esprit humain face à l'horreur. Uma historia de courage et d'or. Une histoire de courage et de douleur. L'affaire du grêlé est devenue un cas d'étude emblématique des cold cases et de l'évolution de la criminalistique. Elle a montré l'importance de la persévérance des enquêteurs, même face à des décennies d'impasse, et le rôle révolutionnaire de l'ADN. Sans les avancées technologiques et la ténacité des équipes judiciaires, le secret de Vérove serait resté enfoui à jamais. C'est un rappel puissant que la science peut parfois donner une voix aux victimes longtemps réduites au silence. Cependant, le suicide de Vérove a empêché un procès public, privant les familles d'un espace pour exprimer leur douleur et obtenir des réponses complètes. Cette absence de confrontation judiciaire a laissé un vide, une lacune, dans le processus de deuil et de réparation. Le cas du grêlé reste donc un exemple complexe de justice rendue, mais incomplète, où la vérité est dévoilée, mais sans la pleine réconciliation que seul un procès peut parfois offrir. Les discussions en 2024, lors de documentaires et d'interviews, ont souvent porté sur les leçons à tirer de cette affaire. Comment prévenir de tels crimes à l'avenir? Comment améliorer la coordination entre les services de police et de gendarmerie?
Comment mieux exploiter les indices dès le début d'une enquête? L'héritage du grêlé est donc aussi celui d'une remise en question, d'une volonté de ne jamais oublier les erreurs du passé pour mieux protéger les générations futures. Un legado de réflexion, un héritage de réflexion. Malgré les aveux posthumes de François Vérove, la lettre qu'il a laissée était loin d'être un document exhaustif. Elle a apporté des réponses cruciales, certes, mais elle a aussi semé de nouvelles graines de doute et d'interrogation. Les enquêteurs, loin de classer définitivement l'affaire, ont continué à scruter chaque ligne, chaque silence, chaque détail omis, persuadés que l'ancien gendarme n'avait pas tout dit. Son suicide, bien que mettant un terme à la traque, n'a pas mis fin à la quête de vérité pour d'autres familles. Un silencio ensurdecedor, un silence assourdissant, planait encore sur de nombreux dossiers. La police judiciaire, en collaboration avec le pôle Cold Cases, a entrepris un travail colossal de réexamen. Des centaines de dossiers non élucidés, d'agressions sexuelles non résolues et de disparitions mystérieuses, parfois vieilles de plusieurs décennies, ont été rouverts. Les critères? Un modus operandi similaire, l'utilisation de la ruse, la violence, le ciblage de victimes vulnérables, l'absence de traces évidentes et une géographie compatible avec les déplacements connus de Vérove durant sa carrière de gendarme, puis de policier. C'était une véritable pêche au filet, à la recherche de la assinatura occulta, signature cachée, de l'homme au visage grêlé. L'objectif était clair, donner un nom à d'autres victimes potentielles dont les souffrances n'avaient jamais trouvé de justice. Les enquêteurs se sont plongés dans les archives, des rapports de gendarmerie des années 1980 aux témoignages les plus récents, cherchant des corrélations. Des profils ADN isolés sur des scènes de crimes, autrefois trop fragmentés pour être exploités, sont désormais réanalysés avec les technologies les plus pointues, dans l'espoir de trouver de nouvelles correspondances avec le profil de Vérove ou de ses proches. Le temps était un ennemi, mais aussi un allié, car la science ne cesse d'évoluer. L'énigme psychologique de François Vérove reste au cœur des analyses. Comment un homme qui a servi la République, qui a prêté serment de protéger, a-t-il pu basculer dans une telle sauvagerie? Les psychologues et criminologues qui se sont penchés sur son cas tentent de déchiffrer cette dualité terrifiante. Était-ce une façade sociale minutieusement construite, derrière laquelle se cachait une personnalité profondément perturbée? Ou bien une dérive progressive, nourrie par un sentiment d'impunité et une connaissance intime des failles du système? Son suicide a malheureusement emporté avec lui la possibilité d'une exploration directe de ses motivations les plus profondes. Un mystérieux sans fin, un mystère sans fin. L'affaire du grêlé a également mis en lumière la difficulté de détecter de tels profils au sein même des institutions chargées de l'ordre. La capacité de Vérove à vivre une double vie, sans jamais éveiller de soupçons significatifs, auprès de ses collègues ou de sa famille, est une source d'inquiétude. Les discussions se sont intensifiées sur la nécessité de renforcer les contrôles psychologiques et les suivis au sein des forces de l'ordre, non pas pour stigmatiser, mais pour prévenir l'émergence de telles monstruosités. C'est une question de confiance publique, une question de fait, une question de foi dans ceux qui nous protègent. Les témoignages des survivants, comme Audrey, et des proches, comme Luc, continuent de résonner avec une force particulière. Leurs récits ne sont pas seulement des faits, mais des capsules émotionnelles, des rappels poignants de la brutalité de Vérove et de la résilience humaine. La validation de leurs souvenirs, l'identification du coupable, même posthume, a apporté une certaine paix, mais aussi ravivé des blessures. Le processus de deuil est complexe, un camino tortuoso, un chemin tortueux, où chaque nouvelle information, chaque lien établi, est à la fois une libération et une confrontation avec le passé. L'impact de cette affaire s'étend au-delà des frontières de la France. Elle est devenue un cas d'école dans la criminalistique internationale, un exemple de la persévérance nécessaire pour résoudre les cold cases et du rôle transformateur de l'ADN. Les méthodes employées, notamment la recherche en parentèle, sont désormais étudiées et parfois imitées,
soulignant l'importance d'adapter les techniques d'enquête aux avancées scientifiques. C'est une course contre la montre pour la justice, où chaque indice, même infime, peut faire basculer des décennies d'incertitude. Les enquêtes se poursuivent donc, discrètement, mais avec acharnement. Chaque nouvelle trace ADN, chaque témoignage ancien reconsidéré est une opportunité d'élargir le spectre des crimes attribués à Verove. Les familles de victimes non encore identifiées gardent l'espoir que leurs proches, leurs enfants, leurs frères ou sœurs, trouvera enfin une forme de justice, une reconnaissance de sa souffrance. Le grêlé est mort, mais son ombre plane encore sur de nombreux mystères, une ombre persistante que les enquêteurs s'efforcent de dissiper. La traque d'une vérité complète continue. L'affaire du grêlé, avec l'identification de François Verove, a apporté une forme de dénouement à des décennies d'incertitude et de souffrance. Le nom du monstre est désormais connu. Ses aveux posthumes ont validé les témoignages et les preuves, offrant aux familles de Cécile Bloch et Marie-Thérèse Bonfanti et à d'autres victimes d'agressions une vérité longtemps attendue. Cependant, la nature même de cette résolution, par le suicide du coupable, a laissé un goût amer, une justice incomplète, sans la confrontation ni les réponses exhaustives qu'un procès aurait pu offrir. Uma verdad dolorosa, une vérité douloureuse pour ceux qui ont survécu à son règne de terreur. Le legs émotionnel de cette affaire est profond et complexe. Pour Audrey, la survivante, l'identification a été une libération, mais aussi une reviviscence du traumatisme. Pour Luc, le demi-frère de Cécile, la fin de la traque est un soulagement, teinté de la frustration de ne jamais avoir pu faire face à l'homme qui a brisé sa famille. Ces récits poignants soulignent l'impact psychologique durable des crimes et la résilience extraordinaire de l'esprit humain face à l'horreur. Leur voix continue de résonner, rappelant la nécessité de ne jamais abandonner la quête de justice, même lorsque l'espoir semble s'éteindre. L'affaire du grêlé restera gravée dans l'histoire criminelle comme un cas emblématique des cold cases résolus par la science. Elle a mis en lumière le rôle capital des avancées technologiques, notamment l'ADN et la recherche de parentèle, qui ont permis de percer le voile de l'anonymat après tant d'années. Mais elle est aussi un puissant rappel des défaillances systémiques, des questions sans réponse sur la capacité d'un individu à opérer en toute impunité au sein même des institutions censées protéger. Le paradoxe de l'ancien gendarme et policier, prédateur insoupçonnable, continue d'interroger la confiance publique. Malgré la mort de François Verove, l'ombre du grêlé plane encore sur de nombreux dossiers non résolus. Les enquêteurs continuent leur travail acharné, réexaminant des centaines de cas pour trouver d'autres assignaturas occulta, signatures cachées de l'homme au visage grêlé. Le mystère de l'étendue réelle de ces crimes et de ses motivations profondes persiste, une énigme psychologique que son suicide a rendue éternelle. Cette traque posthume est un engagement envers toutes les victimes, celles qui ont trouvé un nom, et celles qui attendent encore que la justice, même tardive, leur rende hommage. C'est une quête incessante, un devoir de mémoire et de vérité. L'histoire du grêlé nous laisse avec une réflexion amère mais essentielle. Le mal peut se cacher derrière les apparences les plus ordinaires, même les plus respectables. Elle nous exhorte à une vigilance constante, à une amélioration continue de nos systèmes d'enquête et surtout à ne jamais oublier les victimes. Car tant qu'une seule famille attend des réponses, tant qu'un seul crime reste impuni, la quête de justice ne peut s'arrêter. A esperanza et a ultima que mort. L'espoir est le dernier à mourir, et pour de nombreux dossiers encore ouverts, cette espérance continue de briller, ténue mais persistante, dans l'obscurité des mystères non résolus.